Merci pour l'invitation. Et donc, j'ai la dure tâche de parler de sémantique formelle à l'heure de la sieste. On va essayer un certain nombre de courage. Bon, j'étais bien cadré. On m'a dit de faire une présentation grand public. Je vais, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. Et je vais commencer par donner quelques repères historiques et épistémologiques. Traditionnellement et symboliquement, on situe la naissance de la discipline avec les travaux et les séminaires donnés par Richard Montague à la fin des années 60, début des années 70 à l'Université de Californie à Los Angeles. Mais en fait, ça existe depuis plus longtemps, la sémantique formelle, et surtout, c'est pas l'œuvre d'une seule personne, c'est pas de la génération spontanée, ça s'inscrit dans l'héritage de la tradition de la philosophie analytique, donc qui est plus ancienne, et de la logique symbolique et mathématique. Donc, comme je disais, en fait, finalement, la sémantique formelle existe depuis plus longtemps, au moins à la fin du 19e siècle, sauf qu'à l'époque, les gens n'appellent pas ça de la sémantique, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire de la sémantique. Mais tout de même, l'innovation importante qu'apporte Montague, c'est quelque chose qui pourrait se résumer par la thèse suivante, c'est que les langues peuvent être décrites comme des systèmes formels interprétés. Ce qui d'ailleurs, ironiquement, prend un peu le contre-pied de ce que pensaient les philosophes à l'origine, comme Frege ou Russell, qui disaient « bon, ben nous, on veut faire une théorie de la connaissance et les langues naturelles, les langues humaines, il n'y a rien à en tirer pour ça, parce que nos langues, c'est le bazar. Il y a beaucoup trop d'ambiguïté, beaucoup trop d'imprécision, de sous-spécification, voire d'incohérence. On ne peut rien faire avec ça, il faut construire des langages formels dédiés à la connaissance. Et d'une certaine manière, Montague, à la suite de ça, va prendre la position inverse en disant non, les langues naturelles, on peut les décrire comme les langues artificielles de la logique, par exemple. Et donc, cette thèse, les langues peuvent être décrites comme des systèmes formels interprétés. On peut aussi la mettre en comparaison avec ce qui se fait à peu près à la même époque, cette fois-ci de l'autre côté des États-Unis, sur la côte Est, avec ce qu'on a appelé la révolution cognitive depuis les années 50 et l'émergence de la grammaire générative qui aussi défend cette thèse que les langues peuvent être décrites comme des systèmes formels. Point. Là, on rajoute système formel interprété avec cette idée donc de mettre vraiment le sens, la sémantique au cœur du projet. Néanmoins, il y a quand même d'une certaine manière à cette époque-là une sorte de convergence évolutive entre deux mouvements de linguistique formelle qui partent de prémices scientifiques qui sont très différentes, mais arrivent à des thèses assez similaires, même si au départ, formellement, c'est des implémentations qui sont très différentes, mais qui vont converger et finir par se rejoindre un peu plus tard, même dans les années 70, 80 et aujourd'hui. Alors, je ne vais pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques dans cette présentation, c'est pas le lieu, on n'aurait pas le temps, ce serait fastidieux et rébarbatif, mais juste pour donner une idée un peu générale, ce qu'on appelle un système... Excusez-moi, je vais peut-être essayer de... Non, je ne vais pas... je tente pas le diable. Je voulais passer en mode plein écran un peu plus... Donc, pour donner une idée un peu générale, ce qu'on appelle un système formel, par exemple un système formel sémantique, c'est en fait, bon, c'est une structure mathématique, mais pour simplifier, on va dire, c'est un ensemble d'objets qui sont définis comme des sens ou des significations. Je reviendrai dessus, ça présuppose
un engagement théorique sur qu'est-ce qu'on veut retenir comme définition de ce qu'est le sens, mais là, c'est pas précisé, ça reste générique, et cet ensemble d'objets est muni d'une relation de composition sémantique sur ces objets, ce qu'on appelle en mathématiques une loi de composition interne, et l'idée c'est que si vous avez deux significations A et B qui sont définies à l'intérieur du système et qu'on sait que ces deux significations peuvent se combiner ou se composer pour former une signification complexe, alors cette signification complexe est prédictible et calculable à l'intérieur du système, ce qui fait qu'il y a une espèce de clôture comme ça sur l'opération de combinaison sémantique. Et comme la composition, la combinaison de sens est en grande partie, ou au moins en partie, guidée par la syntaxe de la langue, eh bien ce système il est mis en regard avec un système analogue, mais cette fois-ci syntaxique, qui va un peu, de manière analogue, mutatis mutandis, décrire les règles, enfin les objets et les règles d'organisation dans le cadre syntaxique, et on établit une série de correspondances entre les objets et les règles du système de gauche et ce qu'il y a dans le système de droite. En gros, ce qui se passe à gauche doit se refléter d'une manière ou d'une autre dans la partie de droite. Et on voit qu'avec cette approche, dès les débuts de la sémantique formelle, au début des années 1970, il y a une importance qui est accordée au principe de compositionnalité et à l'interface syntaxe sémantique. Je rappelle le principe de compositionnalité, c'est cette idée que le sens d'une expression complexe dépend ou est fonction du sens de ses parties et de leur mode de combinaison syntaxique. Évidemment, on sait depuis le début que ce n'est pas suffisant pour décrire toutes les opérations de construction de sens. Oui, c'est pas suffisant, mais c'est nécessaire malgré tout, et donc on prend ce principe de compositionnalité au sérieux. Et donc, comme je le disais, à partir du moment où vous avez une architecture qui satisfait ces critères, ou un système dont l'architecture peut satisfaire ces critères, ça peut rentrer se placer sous le chapeau de la sémantique formelle, et donc il n'y a pas forcément d'engagement théorique précis sur qu'est-ce qu'on veut retenir, qu'est-ce qui compte comme sens, comme notion de sens, et on peut choisir un peu ce qu'on veut. Donc, il y a une certaine liberté sur la définition de ce qui va compter comme un sens, et une liberté donc d'engagement théorique. Voilà, je ne développerai pas plus cette idée-là, mais je veux quand même que ça reste, enfin que je tenais à le préciser, parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que malgré tout, dans les faits, il y a une position théorique dominante qui s'est installée, c'est celle de la sémantique vériconditionnelle, qui est héritée des travaux de Frege, avec cette idée. Donc là, on va revenir. Enfin, je remets sur le tapis ce rapport au réel que tu évoquais. Et donc, il y a cette idée que le sens, c'est au moins en partie, ça ne prétend pas tout régler, mais il y a au moins cette dimension dans le sens, qui est que le sens, c'est ce qui détermine conventionnellement la dénotation ou la référence. Alors attention, la dénotation au sens de Frege, c'est-à-dire la portion de réalité qui peut être désignée par des expressions linguistiques. Et ça a pour conséquence que ça permet d'assimiler le sens d'une phrase déclarative à ses conditions de vérité. Donc, avec cette idée, ce slogan de savoir ce que signifie une phrase, c'est savoir, entre autres choses, dans quelles conditions elle est vraie. Et c'est donc ça, sémantique vériconditionnelle, c'est la sémantique basée sur les conditions de vérité. Et c'est pour cette raison que, en règle générale, en sémantique formelle, on utilise des langages symboliques. Ne vous inquiétez pas, c'est la seule formule que je vous présente aujourd'hui. C'est juste en guise d'illustration. Et d'ailleurs, j'insiste, ces langages symboliques qui sont un peu la vitrine de la sémantique formelle, c'est des choses qui sautent aux yeux quand on regarde les articles. Ce n'est pas une fin en soi, l'utilisation de ces langages symboliques, mais ils sont
extraordinairement commodes, pratiques, parce qu'ils sont là pour sténographier les conditions de vérité. Si on n'avait pas ça, ce serait horriblement fastidieux de poser des analyses, et en plus, ce ne serait pas très très précis et pas très très clair. Une autre particularité des positions théoriques dominantes de la sémantique formelle, c'est qu'il s'agit d'une sémantique... j'ai laissé le terme anglais parce que j'ai jamais de traduction très satisfaisante. Modèle théorétique, c'est-à-dire basé sur les modèles ou basé sur la théorie des modèles, avec cette idée que, suivant, c'est une conséquence de ce que je présentais juste avant, c'est suivant la définition sens dénotation, le sens d'une expression, on peut assimiler ça à la règle de calcul de sa dénotation, mais les dénotations sont des choses qui concernent la réalité ou des représentations de la réalité, peu importe, je ne m'engage pas plus là-dessus. Et donc, il y a besoin, pour définir ces règles de calcul, d'accéder à ces éléments qui composent la réalité. Et ça se fait au moyen de modèles. Donc les modèles sont des structures mathématiques qui décrivent les univers de référence, quelque chose auquel on peut faire référence. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. On parle généralement d'interprétation d'une expression dans un modèle, et ça veut dire que l'analyse sémantique, l'explicitation du sens d'expression, contient, entre autres choses, une partie de projection, mapping, si vous voulez, des expressions de la langue vers des entités du modèle avec des formulations du type, voilà, la phrase P est vraie dans le modèle M si le modèle a telle ou telle propriété. Et alors, j'en parle parce que c'est un peu une marque de fabrique des théories et des formalismes de sémantique formelle, mais c'est aussi, ça me permet justement de commencer à donner un aperçu d'un survol des évolutions qui ont lieu ces 50 dernières années dans le domaine, qui ont consisté à enrichir progressivement les ontologies, c'est-à-dire les catégories de choses que l'on peut trouver dans les modèles, et donc les catégories de choses qui peuvent faire l'objet de références. Au départ, dans les premières formalisations, il y avait juste les entités concrètes, les individus, avec des ensembles de fonctions, des mondes possibles, et puis voilà. Et puis au fur et à mesure, non, il y a besoin d'augmenter le bestiaire des modèles et de faire entrer les événements, les états, les propriétés, les degrés, enfin voilà, les quantités de matière, etc. Voilà, ça c'est. Je vais essayer d'évoquer quelques évolutions. Voilà, en voici une. Alors, on est dans les années 70, la discipline se déploie assez rapidement et connaît un certain succès auprès des linguistes, alors au départ américains, mais ça va vite toucher l'Europe grâce aux activités et aux influences de linguistes et de philosophes comme Barbara Party, David Doty, Richmond Thomason et bien d'autres par la suite. Montaigu est mort très jeune, prématurément au début des années 70. Et j'indique ici quelques éléments qui peuvent être des clés du succès entre guillemets. Il y a d'abord, ce qui a pu séduire, c'est l'efficacité et le pouvoir expressif et descriptif de la logique, contrairement aux idées reçues où on a envie de se dire « Ouais, mais la logique, c'est froid, c'est très réductionniste, etc. Ça ne peut pas rendre compte des subtilités des langues réelles. » Mais en fait, pas du tout. Les logiques été développées au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui peuvent être extrêmement perfectionnées, extrêmement complexes et elles sont de plus en plus appropriées pour rendre compte des finesses des langues. Mais si on se remet dans le contexte de l'époque, on essaie de se remettre un peu dans le contexte de l'époque, les témoignages des gens qui ont vécu ça, comme Barbara Party par exemple, disent bien, quand on nous a apporté à nous les sémanticiens les variables logiques, les fonctions, la formalisation de la sémantique intentionnelle, c'est-à-dire l'utilisation des mondes possibles, ça a été un coup de tonnerre. Ça a ouvert les vannes pour produire énormément d'analyses et au fur et à mesure, voilà, les formalismes logiques se sont extrêmement perfectionnés, comme je le disais. Le fait aussi qu'il y ait un intérêt pour l'articulation de l'interface syntaxe sémantique, ça a beaucoup séduit
les linguistes, et également le fait que le cadre théorique et formel avait des atouts épistémologiques qui ont pu séduire parce que voilà, c'est issu de la philosophie analytique et ça permet, enfin, ce sont des cadres qui permettent de formuler des hypothèses d'analyse qui sont falsifiables. Donc voilà, ça a beaucoup, ça a plu, je pense, à beaucoup de gens. Et j'ajoute un paramètre qui a été décisif, même s'il a joué un petit peu en creux, c'est le rôle de la pragmatique et la logique conversationnelle de Grice, qui finalement a eu un rôle complètement désinhibiteur pour les sémanticiens. Là encore, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les sémanticiens se sont dit « Ah, mais oui, non, mais en fait, il y a des effets de sens qui peuvent être pris en charge par un composant qui a sa propre logique, une logique conversationnelle qui repose sur des principes de conversation, de rationalité, etc., qui n'ont pas besoin d'être encodés dans la convention et dans la grammaire. » Et donc, ça a libéré énormément la sémantique compositionnelle, hein, qui a pu se débarrasser provisoirement de tout ce qui est implicateur conversationnel, même si voilà, dans les années 2000, les implicateurs sont revenus dans l'histoire, mais cette fois-ci, la sémantique était mieux équipée pour les accueillir et interagir avec. Donc là, bon, juste, je ne vais pas m'étendre dessus, petit effet catalogue pour montrer quelques-unes des thématiques qui ont été abordées dès les années 70, à l'époque où la discipline se met en marche. Ça m'a amusé de faire cette petite liste parce qu'en préparant ça, je me suis souvenu d'un copain sémanticien, je ne dirais pas son nom, mais qui est exactement dans le cadre de la sémantique formelle, qui il y a quelques années me disait un peu pour plaisanter, bon, chambrer, oui, la sémantique formelle, ça s'occupe uniquement des histoires de portée des quantificateurs. Et c'est ennuyeux. Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais enfin, bon, vous voyez. Et voilà, pas du tout. Mais c'est vrai que, bon, oui, c'est vrai que l'histoire de portée des quantificateurs, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, et c'est souvent les choses qu'on rencontre en premier dans les cours de sémantique formelle. Donc voilà. Mais dès le départ, vous avez voilà tout un éventail de sujets qui sont abordés dans la discipline avec voilà pas mal de variétés, et Pourtant, à cette époque-là, il y a encore des questions, des phénomènes sémantiques, des problèmes qui... Ah, ça accroche, ça bute. Les systèmes existants vraiment butent de manière désespérante et désespérée. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ce qui fait que... je dirais de quoi il s'agit rapidement, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais ce qui fait que dans les années 80, il y a eu un nouveau paradigme qui s'est mis en place, celui de la sémantique dynamique, et qui a conduit à une redéfinition de la notion de sens. Plutôt que de concevoir le sens comme les conditions de vérité d'une expression, on a proposé une nouvelle définition fondamentale en termes de potentiel de changement de contexte. De dire, c'est pas les conditions de vérité, le sens d'une phrase, c'est plutôt la manière dont la phrase peut changer, modifier, altérer le contexte dans lequel elle est produite et interprétée. Et donc ça pouvait se formaliser, un autre type de formalisation, mais sous la forme d'une relation ou d'une fonction entre des contextes voilà, avec des formulations du type, on cherche dans quel genre de contexte l'expression est appropriée et comment cette expression peut modifier les contextes. Alors ça a eu un impact considérable, mais ça n'est pas une révolution copernicienne. C'est complètement rétro-compatible avec ce qui se faisait précédemment. D'abord, ça utilise les mêmes outils, c'est une sémantique et modèle théorétique, et surtout la sémantique vériconditionnelle qu'après coup on a appelé statique, mais plus traditionnelle, reste contenue dans la sémantique dynamique. Et aujourd'hui, il y a un consensus pour reconnaître que oui, c'est comme ça qu'il faut procéder, ou en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne le mieux, parce que la sémantique dynamique, justement, a résolu des problèmes que j'évoquais précédemment, notamment concernant le traitement des pronoms, les relations anaphoriques des pronoms avec des antécédents définis ou indéfinis, le problème de justement la définitude, l'indéfinitude des groupes nominaux.
un meilleur traitement des présuppositions. Les présuppositions sont omniprésentes dans les énoncés et dans la sémantique formelle, les séquences de temps verbaux, les modalités, etc. Et puis surtout, ça nous donne un changement d'échelle. Avec la sémantique formelle, avec la sémantique dynamique, pardon, étant donné la définition que j'ai donnée précédemment, on passe à l'échelle du discours et du dialogue. Là, je parle du wow. À l'échelle du discours et du dialogue, le discours en tant que séquence d'énoncés cohérents, et ça développe énormément le rôle du contexte. Et l'interface sémantique pragmatique va devenir un nouveau centre de gravité qui s'ajoute, qui ne remplace pas, mais qui s'ajoute le précédent, qui était l'interface syntaxe sémantique. Là, ça, je passe, je mentionnais quelques autres formalismes qui ne sont pas forcément concurrents, mais qui reposent sur des présupposés théoriques un petit peu différents. Et avançons dans le temps. Voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, je ne vais pas pouvoir faire un état de l'art de la sémantique formelle aujourd'hui, faire un bilan d'une veille scientifique de la discipline, parce que voilà. Là, j'ai reproduit la table des matières d'un ouvrage récent de 2020 qui justement fait ça. État de l'art de la discipline, 5 volumes, 3300 pages. Donc en gros, c'est pour montrer qu'il y a une expansion gigantesque des thématiques, des sujets abordés dans le cadre de la sémantique formelle, ce qui est tout à fait corrélé au fait qu'il y a une énorme communauté de chercheurs, de chercheuses à l'international. Je n'oserais pas donner des ordres de grandeur, mais c'est très très important. Et il y a des infrastructures qui encadrent et accueillent les travaux, des colloques annuels, bisannuels de sémantique formelle, des revues qui sont consacrées. J'ai mis, je pense que le PDF sera accessible sur le site, donc quelques références de handbooks pour ceux qui veulent quelques informations supplémentaires. Voilà, bon, échantillons de sujets qui sont toujours d'actualité. Il y a cette idée de voilà, les marronniers de la sémantique sont toujours là, et on continue à creuser et à affiner les problématiques. Mais je vais parler aussi de quelques autres évolutions qui sont particulièrement visibles. L'extension de la couverture linguistique, même si ça ne date pas d'hier, aujourd'hui c'est très très visible dans les conférences. Je vous ai mis par exemple les langues qui étaient abordées en 2022 dans les conférences. C'est fini l'époque où les travaux étaient en sémantique, c'était sur des exemples en anglais, éventuellement en allemand, en français. Voilà. Et c'est lié au fait qu'il y a des communautés de sémanticiens un peu partout dans le monde, et surtout également, ça c'est très 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 net, très très visible depuis à peu près une dizaine d'années, un intérêt croissant pour les langues des signes, la LSF, la ALSL, langue des signes italienne, etc. Et évidemment, ça, je ne veux pas développer, mais les vertus auxquelles on peut s'attendre quand il y a une extension de la couverture linguistique. Autre évolution très très visible à l'heure actuelle, c'est le tournant expérimental. C'est pas vraiment un tournant, mais disons que l'apport de l'expérimental dans la discipline en sémantique et pragmatique formelle et le passage à l'échelle, c'est-à-dire le recueil massif de données qui remplace un peu les études de corpus, plutôt que de chercher d'aller trouver des phénomènes en corpus qui parfois, dans le corpus, le problème c'est qu'on trouve que ce que le corpus a à nous donner. Là, l'idée c'est de reprendre les outils et les méthodes de la psycholinguistique avec des objectifs et des enjeux un petit peu différents. Là, ça ne concerne pas des histoires d'acquisition, de développement, d'apprentissage, etc., mais plus dans le but de mettre à l'épreuve les hypothèses théoriques et de récolter de manière plus rigoureuse des données pertinentes, et donc avec des analyses statistiques très compliquées. Je n'y comprends pas grand-chose personnellement. Et puis il y a également des développements
théoriques et formelles dans la discipline. Pour donner encore un survol, je vais résumer quelques étapes importantes dans une analyse sémantique en sémantique formelle. La première chose à faire, si vous voulez analyser un énoncé, c'est d'observer et de décrire les inférences récurrentes qu'on peut tirer de cet énoncé. Or, on sait qu'il ne s'agit pas simplement, quand on parle d'inférences, simplement les inférences logiques, l'implication logique, la conséquence logique, qui sont des inférences très solides, monotones, qui ne changent jamais. Il y a une grande variété d'inférences qui sont les symptômes de la compréhension, donc du sens de l'énoncé, les présuppositions, les implicatures, etc. Vous voyez, au fur et à mesure, dans l'évolution de la discipline, il y a eu la mise au jour et le raffinement de nouveaux types d'inférences, la discrimination entre les implicatures, les antiprésuppositions, les contenus projectifs, etc. Bon, je n'ai pas le temps de développer ici. Il y a ensuite la mise en relation des composants de l'énoncé avec des éléments extralinguistiques, mais ça je ne développe pas, j'ai mentionné ça rapidement tout à l'heure avec les histoires d'ontologie qui étaient de plus en plus enrichies quand on fait l'interprétation dans un modèle. Il y a ensuite la tâche de spécifier les paramètres du contexte qui permettent et régissent ces inférences, parce qu'effectivement, ces inférences, c'est d'une certaine manière donc ce qui manifeste la compréhension, le sens d'un énoncé, mais ça dépend du contexte. Il faut prendre le contexte en compte et donc, il est nécessaire de se poser la question, qu'est-ce que je mets dans le contexte, comment je modélise ou je formalise le contexte. Et puis, bon, l'étape finale, la synthèse de tout ça, c'est de donner une structure logique qui prédit ces inférences en utilisant les ingrédients précédents. Et puis, bon, je rajoute aussi la partie, disons, dérivation à l'interface syntaxe sémantique. Donc, j'avais prévu de parler un petit peu des paramètres du contexte, mais je vais sauter. De toute façon, là encore, il y a un petit effet catalogue, mais puis j'ai pas beaucoup de commentaires à donner dessus. Juste, voilà, je voudrais terminer en espérant ne pas trop déborder, évoquer deux éléments que j'ai choisis de manière subjective et arbitraire, mais qui sont caractéristiques des évolutions récentes. L'arrivée de ce qu'on appelle la sémantique multidimensionnelle, qui a été déclenchée par un renouveau des implicatures conventionnelles, c'est-à-dire les effets de sens qui sont grammaticalisés, conventionnels, mais qui ne sont pas d'ordre vériconditionnel, qui n'interviennent pas dans les conditions de vérité, et qui étaient liés aussi au fait qu'il y a eu cette conférence du philosophe David Kaplan qui a un peu aussi lancé le mouvement pour intégrer la dimension expressive des énoncés dans la sémantique compositionnelle, et ça a donné lieu donc à une sémantique multidimensionnelle dont le but est de faire le calcul compositionnel en parallèle de plusieurs niveaux de signification, donc le niveau vériconditionnel qui est là depuis le début, mais d'autres strates de communication qui sont intriquées avec les unes dans les autres, et donc voilà, le niveau présupposé, le niveau expressif, le niveau additif, etc. Et ça a donné lieu à une sémantique, je traduis, usiconditionnelle, qui vient compléter la sémantique vériconditionnelle, même si ça repose sur des idées qui sont déjà connues depuis longtemps, de pragmatique, des conditions de félicité, etc. Mais là, c'est intégré dans la machinerie de sémantique compositionnelle, et donc c'est très prometteur. Et en particulier, ça a permis, comme je l'ai indiqué, de développer énormément l'étude des expressifs. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur les expressifs, en particulier le traitement des injures, les termes péjoratifs, les interjections, etc., qui ont une dimension performative et une contribution hybride, vériconditionnelle, unidimensionnelle, et qui ont aussi souvent cette particularité de signaler ou de créer des rapports sociaux. Et donc, en ce moment, est en train de se mettre en place une interface aussi avec la sociolinguistique, alors des proportions, dans le sens où ça va chercher des concepts sociaux et identifiants en sociolinguistique. Et juste pour terminer, je voulais mentionner
la supersémantique, qui est un courant qui est assez récent, ça a quelques années, et qui consiste, enfin l'idée, l'enjeu, c'est d'appliquer les principes, les méthodes et les outils de la sémantique et de la pragmatique formelle à des domaines qui sont périlinguistiques ou extralinguistiques, comme la communication animale, la gestuelle coverbale, les émojis, l'écriture iconique, la musique, la danse, la bande dessinée, etc. Et je mets en avant, le seul que je fais, c'est cet ouvrage donc, qui date de 2022, qui s'appelle What It All Means, de Philippe Schlenker, parce que ça présente donc, cette super sémantique, et en même temps, c'est une très bonne introduction, très grand public, des concepts et des principes de la sémantique et de la pragmatique formelle. Voilà. Merci. Désolé d'avoir